Bonjour et bienvenue sur Esprit Biologie. Aujourd'hui, nous déterrons un concept assez ancien sur la chaîne, vie extrême. La dernière fois, c'était une vidéo sur la résistance de la vie face aux chaleurs extrêmes. Et aujourd'hui, nous allons aller de l'autre côté du spectre pour voir ce qui se fait de mieux face au froid extrême. Comme d'habitude, nous allons partir de notre étalon de base, l'être humain. Étant un animal endotherme, l'homme produit sa propre chaleur, et celle-ci doit permettre aux organes vitaux de rester aux alentours de 37 degrés. Comme vous l'avez sûrement déjà constaté, notre corps possède des mécanismes dits thermogéniques qui lui permettent de créer de la chaleur. Parmi ceux-ci, on compte la contraction des muscles, que ce soit par l'activité sportive ou par des mouvements involontaires comme le frisson. Un autre mécanisme thermogénique est la digestion. Et le Père Noël l'a très bien compris. C'est pour ça qu'on lui laisse du lait et des cookies. Dans ces deux cas, ce qui permet de créer la chaleur, ce sont des réactions chimiques, dites exothermiques. Pour les muscles, c'est le changement de conformation de protéines qui permet la contraction, et pour la digestion, ce sont de nombreuses réactions qui fractionnent les aliments en nutriments. Enfin, d'autres mécanismes permettent de mieux conserver la chaleur. Par exemple, les poils qui se dressent permettent de retenir une couche d'air qui isole le corps du froid extérieur. Enfin, ça c'est surtout efficace chez les espèces un peu plus poilues que la nôtre. Les zones non vitales et éloignées du corps, comme les membres, peuvent passer sous les 37 degrés sans problème. Cependant, si le corps ne parvient pas à se réchauffer et que la température buccale passe sous les 35 degrés, il rentre alors en hypothermie. Plus la température descend, plus les effets sont graves, comme l'amnésie, le coma et le ralentissement du rythme cardiaque et de la respiration, cela jusqu'au décès. On considère généralement qu'en dessous de 22 degrés, c'est la mort assurée. Cependant, on compte quand même certains cas exceptionnels de survie. Pour un être humain, le record est celui de Anna Bagenholm, qui a survécu alors que son corps était passé sous les 13,7 degrés. Mais pourquoi est-ce que le froid est un problème pour la vie ? Eh bien, premièrement, le froid va impacter le fonctionnement des enzymes. Ce sont des protéines qui sont les ouvrières du corps. Elles permettent le fonctionnement de la cellule en facilitant, c'est-à-dire en catalysant, toutes les réactions chimiques qui permettent la vie. Ces catalyses ralentissent si la température diminue et elles peuvent ne plus être suffisantes pour maintenir l'organisme en vie. Ensuite, le froid affecte aussi la dynamique de la membrane des cellules. En effet, la membrane, ce n'est pas juste une poche statique dans laquelle est contenus les éléments de la cellule, mais bien une structure fluide. Les lipides qui la composent ont des mouvements anarchiques. Ce dynamisme aide à de petites molécules comme le dioxygène de diffuser à travers la membrane. Cette dynamique diminuant avec le froid, la diffusion de l'oxygène ralentit et la cellule risque l'asphyxie. Et enfin, la glace est moins dense que l'eau. D'ailleurs, vous pouvez le vérifier chez vous en faisant flotter un glaçon sur de l'eau. Et ça a une conséquence assez tragique, l'eau gelée prend plus de place que l'eau liquide. Ainsi, si l'eau contenue dans le cytosol des cellules gèle, cette dernière risque d'exploser parce que cette glace va prendre plus de volume. Et quand vos cellules explosent, on va pas vous faire un dessin, c'est pas très bon pour la vie. De nombreux organismes ont trouvé des parades au froid. Déjà, la première technique consiste simplement à retenir la chaleur. On le voit très bien chez des espèces polaires ou marines, avec par exemple le bœuf musqué et ses longs poils recouvrant une laine, ménageant une couche d'air isolante, ou encore le phoque et son épaisse couche de graisse qui isole également le corps. L'ours polaire fait mieux. En plus de posséder une fourrure épaisse, il a une technique qui lui permettrait de capter l'énergie du soleil. En effet, sous son épaisse fourrure, sa peau est noire. De plus, ses poils ne sont pas réellement blancs, mais plutôt transparents, et c'est la diffraction de la lumière qui leur donne un aspect blanc. Ainsi, une partie des rayons lumineux peuvent donc atteindre la peau et la réchauffer,
et comme elle est sombre, elle va facilement absorber la chaleur. Mais ses poils vont quand même préserver la peau des UV qui sont absorbés dans la fourrure. Cependant, cette théorie a récemment été remise en doute. Donc à voir si cette hypothèse se confirmera dans l'avenir. Le renne est également bien adapté au froid. Et tant mieux, parce qu'il doit transporter le Père Noël par tout temps. Déjà, il se nourrit de lichens, des associations de champignons et d'algues qui poussent facilement dans ces milieux extrêmes, et dont la digestion par fermentation génère beaucoup de chaleur. De plus, les femelles sont capables de mettre en pause la gestation de leurs petits pendant plus de 2 mois lorsque la nourriture vient à manquer en hiver. Mais le renne possède une autre capacité extraordinaire. Son problème, il a froid aux pieds à force de marcher dans la neige. Mais souvenez-vous, le froid peut asphyxier les cellules et créer une gangrène. Eh bien, pour pallier à ce problème, les cellules de ces pattes peuvent changer la composition de leurs membranes. En effet, les lipides classiques des membranes possèdent de longues chaînes, des acides gras. Ces chaînes vont interagir via des liaisons faibles, ce qui ralentit les mouvements des lipides. Donc, lorsque la température diminue, diminuer ces interactions entre lipides peut permettre de refluidifier la membrane. Et c'est exactement ce que fait le renne. Il augmente la proportion de cholestérol, des molécules beaucoup plus petites que les grands acides gras, ce qui permet ainsi de limiter les interactions entre les chaînes. Et ça va donc permettre de refluidifier la membrane. D'ailleurs, je parle des mécanismes membranaires et cellulaires dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Pour survivre au froid de l'hiver, les animaux peuvent aussi pratiquer l'hivernation ou l'hibernation. L'hivernation consiste à migrer vers des zones plus chaudes. C'est ce que font notamment beaucoup d'oiseaux. Et quant à l'hibernation, elle implique de rester sur place, mais de ralentir son métabolisme pour pallier au froid et au manque de nourriture. Par exemple, les marmottes hibernent dans leur terrier. Elles rentrent alors dans une sorte de dormance. Leur température corporelle chute alors à seulement 7 degrés et leur cœur ralentit jusqu'à tourner à 4 ou 5 battements par minute. Un mammifère en particulier hiberne de manière impressionnante. Il s'agit d'une toute petite chauve-souris japonaise, la chauve-souris à nez tubulaire. Un si petit animal est normalement très vulnérable au froid, car son corps ayant une grande surface pour un tout petit volume, et se refroidit facilement. Lorsque l'hiver arrive, cette chauve-souris va alors chercher un endroit où se mettre en mode économie d'énergie. Cependant, lorsque l'hiver est rude avec beaucoup de neige, elle adopte un comportement étrange qui semble même suicidaire. Elle hiberne de manière opportuniste dans la poudreuse, c'est-à-dire qu'elle se pose au sol lorsqu'il fait trop froid et s'endort paisiblement dans la neige. Cette technique surprenante a en fait plusieurs avantages. Notamment, la neige limite les pertes d'eau, et la déshydratation c'est un problème qui menace l'animal qui perd de l'eau à travers sa peau et pendant qu'il respire, sans pouvoir boire. D'ailleurs, à son réveil, la chauve-souris pourra se réhydrater facilement grâce à toute la neige qu'il y a autour d'elle. De plus, la neige, ironiquement, ça protège du froid. En effet, la neige reste toujours aux alentours de 0 degré, alors que les arbres, par exemple, sont soumis au vent violent et peuvent descendre beaucoup plus bas en température. La chauve-souris se met alors à 0 degré et reste protégée dans son terrier. D'ailleurs, cette cachette la protège également des prédateurs. Cette hibernation peut durer plus de 6 mois, et lorsque le temps se radoucit, la couverture neigeuse fond et met au jour la cavité dans laquelle la chauve-souris se réfugiait, et l'animal se réchauffe alors doucement et sort de sa torpeur. Cependant, parmi les animaux, le cas le plus impressionnant est celui de la grenouille des bois canadienne. Ce petit batracien réalise un exploit bien plus extrême. Lorsque l'hiver arrive, ses fonctions vitales se réduisent petit à petit jusqu'à ce que son cœur s'arrête. Elle rentre alors en mort clinique. Mais ce n'est pas tout. Durant cette période, son corps gèle, de la glace la recouvre, mais aussi ses vaisseaux sanguins se remplissent de celle-ci. Et pourtant, lorsque le printemps est de retour, elle revient bel et bien à la vie. Mais comment est-ce possible ? Déjà, le froid ralentit lentement les réactions chimiques, ce qui permet d'entrer en mort clinique tout en préservant les cellules. Ces dernières peuvent ensuite se réveiller lorsqu'elles se réchauffent. Son second tour de force
et de préserver ces cellules de l'éclatement par la glace. Sa solution? Augmenter la concentration de sucre dans le cytosol. Et le sucre va agir comme un antigel et donc empêcher les cellules de geler et d'éclater. Sinon, comme souvent parmi les animaux, le plus résistant c'est souvent les tardigrades. Ces tout petits arthropodes survivent pendant plusieurs centaines d'années prisonniers des glaces. Leur technique est de stopper leur métabolisme et de se dessécher, et ainsi donc d'éviter d'exploser à cause de la glace. Une fois réchauffés et réhydratés, ils reviennent à la vie. On a également de nombreuses bactéries qui sont connues pour résister au froid et rester en dormance pendant des centaines, voire des milliers d'années dans la glace. Mais pour faire encore mieux, je vais vous présenter un organisme extraordinaire qui vit dans le froid et qui d'ailleurs se trouve chez nous, dans les Alpes. Celui-ci est responsable des neiges de sang, un phénomène de coloration observé sur les surfaces enneigées dans nos belles montagnes. Il s'agit de la microalgue Chlamydomonas nivalis. Celle-ci fait partie du cryoplancton, un ensemble de micro-organismes vivant dans la neige et constituant la base d'une chaîne alimentaire originale. Alors ce cryoplancton ne vit pas réellement dans la glace, mais plutôt dans l'eau que l'on trouve à sa surface. Ce monde microscopique des neiges s'articule autour des tapis rouges, orange et verts de microalgues psychrophiles, c'est-à-dire qui aiment le froid, comme notre Chlamydomonas nivalis. Cette algue présente un cycle de vie en 2 phases selon l'époque de l'année. Au printemps et en été, lorsqu'il fait chaud, ces nivalis se présentent sous la forme de petites cellules mobiles se déplaçant grâce à leurs 2 flagelles. Elles nagent ainsi dans la neige à la recherche des conditions optimales. Leur pigment principal est alors la chlorophylle, leur donnant une couleur verte. Cette phase est par ailleurs haploïde, c'est-à-dire que la cellule ne contient que des chromosomes uniques, pas des paires. Plus tard dans l'été, les nutriments viennent à manquer et les rayonnements du soleil se font de plus en plus abrasifs. En réponse, les cellules se fécondent. Elles fusionnent alors et donnent des cellules diploïdes, qui possèdent des paires de chromosomes. Ces cellules appelées hypnoblastes se transforment pour pouvoir résister à l'hiver. Des réserves sous forme de lipides et de sucre s'accumulent et des pigments sont produits. Ces pigments sont des caroténoïdes estérifiés, qui ont une couleur orange. Ces spores orange et rouge sont ainsi protégés contre les UV par ces pigments, et la paroi des cellules s'épaissit également pour mieux résister aux UV, mais aussi aux températures glaciales. Les pigments sombres de ces cellules sont d'ailleurs responsables de la couleur des neiges de sang. Et ils diminuent ainsi l'albédo des neiges. Les rayons du soleil sont alors moins réfléchis par la surface et davantage absorbés. La neige va pouvoir alors se réchauffer et ainsi va fondre en surface. Elle va alors ménager une petite couche d'eau qui va permettre à ces petites algues de survivre. D'ailleurs, ces algues forment des tapis colorés qui sont si nombreux qu'ils peuvent participer de manière significative à l'accélération de la fonte des glaces. Ces tapis abritent une communauté microbienne riche, comptant notamment de nombreuses bactéries et champignons. Des associations à bénéfice mutuel, algues-bactéries et algues-champignons, peuvent se mettre alors en place. Dans ces relations de mutualisme, les bactéries fournissent des vitamines, des acides aminés, des hormones et aussi du fer aux algues. Des tests en laboratoire ont montré que ces échanges de molécules boostent la croissance de Chlamydomonas. Et de l'autre côté, cette association bénéficie aux bactéries car celles-ci profitent de la chaleur et de l'eau liquide générée par les algues. Ces algues permettent donc le développement de nombreux micro-organismes qui constituent la base d'une chaîne alimentaire originale. Là où on ne voit que le froid et l'absence de vie, se développe en réalité tout un écosystème. Les biologistes étudient cette biodiversité des neiges à l'aide d'observations microscopiques et d'analyses d'ADN prélevées dans l'environnement. Par exemple, cet article rapporte le recensement en Colombie-Britannique au Canada de 173 espèces d'algues, 2789 de bactéries, 380 de champignons et 540 d'autres unicellulaires et d'animaux. La richesse de ces écosystèmes est donc impressionnante. En bas de la chaîne, on a le cryoplancton, avec notamment les algues, bactéries et autres unicellulaires qui nourrissent des amibes et se font infecter par des bactéries et des virus. On a ensuite de petits vers nématodes et de petits arthropodes comme les puces des neiges et des mouches aptères qui s'en nourrissent.
Et tout ce bestiaire finit dans l'estomac d'arthropodes prédateurs comme des araignées. Et enfin, les top prédateurs de ces environnements sont les oiseaux insectivores qui se baladent à la surface de la neige à la recherche de proies, tels l'accenteur alpin dans nos régions. Mais l'écosystème actif par grand froid le plus impressionnant est celui du lac Vida. Ce lac se trouve dans l'Antarctique, sous 27 mètres de glace. L'eau est à moins 13 degrés et contient des concentrations extrêmes de sel et d'ammoniac. Dans cet environnement hostile extrêmement toxique, des bactéries s'épanouissent. Mais je garde ce cas très intéressant pour un prochain épisode de Vie Extrême. En attendant, tu peux t'abonner pour ne pas manquer la suite. Et n'oublie pas de liker si tu as aimé. Tu pourras trouver les sources de la vidéo dans la description. Tu peux aussi checker l'Instagram et le site de la chaîne. A bientôt sur Esprit Biologie.